Andrew Mountbatten Windsor est-il coupable concernant son implication présumée dans l'affaire Epstein? Une affaire civile se caractérise par l'absence de condamnation pénale, par conséquent, le terme « coupable » ne peut être employé. Les implications de cette situation seront également abordées, notamment en ce qui concerne la perception du public. Il est important de montrer que même sans condamnation criminelle, une affaire civile peut avoir des conséquences importantes, notamment sur la réputation et la manière dont le public perçoit la situation. Ce qu'on sait factuellement, Virginia Giuffre a poursuivi Andrew en justice aux États-Unis pour agression sexuelle. Dans le cadre de l'affaire Epstein, la plupart de ces informations proviennent de Wikipédia et du magazine Hola. Andrew a nié les accusations, mais a accepté en 2022 un accord financier pour éviter un procès civil, estimé à plusieurs millions de dollars. Andrew n'a jamais été condamné pénalement dans cette affaire. Il n'y a donc aucun verdict de culpabilité rendu par un tribunal. Son lien avec Epstein est réel et documenté, séjours, photos, fréquentation, et a entraîné une crise majeure pour la monarchie britannique, avec retrait de ses fonctions officielles et de ses titres, selon le journal The Telegraph. Andrew est-il coupable ou non? Sur le plan juridique, il n'a pas été reconnu coupable par un tribunal pénal. Le procès civil n'est pas allé jusqu'au jugement, car il y a eu transaction, accord financier. En droit, on ne peut donc pas dire « Andrew est coupable au sens légal ». Sur le plan symbolique et politique, accepter une transaction financière dans une affaire aussi grave, tout en niant les faits, laisse un énorme doute dans l'opinion. Son image est dévastée, retrait de fonction, mise à l'écart, perte de prestige. Nous ne pouvons pas le dire qu'Andrew est coupable, ce serait dépasser ce que la justice a établi. On peut dire qu'il a eu un lien étroit et problématique avec Epstein, qu'il a été accusé de faits très graves par une victime crédible. Qu'il a préféré payer une somme importante plutôt que d'affronter un procès public, que cela crée une ombre très lourde sur son comportement et son jugement. Donc, légalement, il n'est pas reconnu coupable. Moralement et politiquement, il est profondément discrédité. Un résumé clair ou une synthèse ultra claire sur Andrew Mountbatten Windsor pour organiser les idées. Lien avec Epstein, amitié réelle, fréquentation répétée, séjour dans ses propriétés, même après la condamnation d'Epstein. Accusation de Virginia Giuffre, elle affirme avoir été contrainte à des rapports sexuels avec Andrew à 17 ans. Procédure civile, action civile aux États-Unis, pas de procès pénal. Accord amiable 2022, transaction financière importante, sans verdict ni reconnaissance de culpabilité. Statut légal, jamais condamné, ni tout, aucune inculpation pénale. Image publique détruite, retrait de toutes ses fonctions, perte de titre, exclusion de la vie publique. On commence donc par le lien entre Andrew et Jeffrey Epstein, amitié avérée, fréquentation. Ce qu'on sait. Relation personnelle, Andrew connaissait Epstein depuis les années 1990. Ils se fréquentaient dans des cercles mondains et aristocratiques. Visites et séjours, Andrew a été vu et photographié dans plusieurs propriétés d'Epstein, notamment à New York et dans sa résidence privée. Photo célèbre, il existe une photo très connue où Andrew apparaît avec Virginia Giuffre, alors mineure selon ses dires, et Ghislaine Maxwell, dans une maison de Londres. La photo célèbre d'Andrew avec Virginia Giuffre, prise par Jeffrey Epstein, a été révélée par le Daily Mail le 12 novembre 2025. Cette photo, qui montre le prince Andrew aux côtés de Virginia Giuffre, alors âgé de 17 ans, a été prise par Epstein lui-même et a été publiée par le Mail on Sunday en 2011. Selon le journal Marie-Claire, la photo a été retirée de la circulation après que le prince Andrew ait été déchu de son titre de prince et qu'il ait quitté sa résidence royale. Après la condamnation d'Epstein, même après la première condamnation d'Epstein en 2008 pour infraction sexuelle, Andrew a continué à le voir, notamment lors d'un séjour à New York en 2010, ce qui lui a été très reproché. Comment qualifier ce lien ? Ce n'était pas un simple contact lointain, mais une relation amicale et régulière, avec des séjours et des rencontres en privé. Ce lien est publiquement reconnu. Andrew lui-même a admis qu'il avait été imprudent de rester en contact avec Epstein après sa condamnation. Ce que ça implique. Sur le plan de l'image, cela montre un grave manque de jugement. Continuer à fréquenter un homme condamné pour crime sexuel, en tant que membre de la famille royale, est extrêmement problématique. Sur le plan juridique, ce lien ne suffit pas, en soi, à prouver une participation directe au crime d'Epstein. Donc, pour
Pour cette première partie, on peut dire clairement, oui, le lien entre Andrew et Epstein est avéré, proche, et répété non, ce lien ne suffit pas à lui seul à établir une culpabilité pénale, mais il détruit fortement sa crédibilité et son image. Deuxième partie, les accusations de Virginia Giuffre. Accusation d'agression sexuelle quand elle avait 17 ans. Ce que Virginia Giuffre affirme. Qui est-elle ? Selon Wikipédia, Virginia Giuffre, née Roberts, est une des principales victimes et témoins dans l'affaire Epstein, devenue ensuite militante contre le trafic sexuel. Ce qu'elle reproche à Andrew, dans sa plainte déposée en 2021 aux États-Unis, elle affirme qu'à l'âge de 17 ans, alors qu'elle était sous l'emprise du réseau d'Epstein et de Ghislaine Maxwell, elle a été contrainte à avoir plusieurs rapports sexuels avec Andrew dans différents lieux, Londres, New York, île privée d'Epstein. Contexte, elle dit qu'Epstein et Maxwell l'a prêté à Andrew, dans le cadre d'un système de trafic sexuel où des jeunes filles étaient exploitées et déplacées pour satisfaire des hommes puissants. Nature des accusations. Type de procédure, ce n'était pas un procès pénal, mais une action civile aux États-Unis, Giuffre v Prince Andrew, pour agression sexuelle et dommages, déposée sous le cadre du Child Victim Act de l'État de New York. La position d'Andrew a nié ces accusations, affirmant ne pas se souvenir d'elle et mettant en doute l'authenticité de la photo où ils apparaissent ensemble. Ce que ça signifie sur le plan moral et symbolique, même si on reste strictement factuel, une victime centrale du système Epstein affirme avoir été sexuellement agressée par Andrew, alors qu'elle était mineure et sous trafic. Ces accusations sont cohérentes avec le reste de son récit sur Epstein et Maxwell, qui a été largement confirmé par d'autres éléments et condamnations. Sur le plan juridique, on verra ça dans la prochaine partie, l'accord amiable. Mais sur le plan moral, ces accusations sont extrêmement graves, elles placent Andrew non seulement comme ami d'Epstein, mais comme bénéficiaire présumé de ce système. On est sur le cœur juridique de l'affaire, procédure judiciaire, procès civil aux États-Unis, pas pénal. La nature et type de procédure, Virginia Giuffre a engagé une action civile contre Andrew devant un tribunal fédéral de New York en 2021 avec l'objet de demander des dommages et intérêts pour agression sexuelle présumée lorsqu'elle avait 17 ans, dans le cadre du réseau Epstein. La base légale de la plainte s'appuyait notamment sur le Child Victim Act de l'État de New York qui permettait de poursuivre pour des faits anciens impliquant des victimes mineures. Il n'y a pas de procès ni aucune inculpation pénale a été prononcée contre Andrew dans cette affaire, ni aux États-Unis ni au Royaume-Uni. La procédure engagée par Giuffre était strictement civile, elle visait une reconnaissance de responsabilité et une compensation financière, pas une peine de prison. Andrew a d'abord tenté de faire rejeter la plainte, mais le juge a décidé que l'affaire pouvait aller à procès. Avant que le procès ne commence, en février 2022, Andrew et Virginia Giuffre ont conclu un accord amiable. Andrew a accepté de verser une somme importante, estimée à plusieurs millions de dollars par la presse. Il a publié une déclaration reconnaissant que Giuffre est une victime d'abus et saluant son courage, tout en ne reconnaissant pas les faits qui lui étaient reprochés. Ce que ça implique sur le plan légal, il n'y a pas eu de jugement sur le fond, il n'y a pas de verdict de culpabilité rendu par un tribunal. L'affaire est close par transaction, ce qui éteint la procédure civile. Ce que ça implique sur le plan symbolique, accepter de payer une somme élevée pour éviter un procès public dans une affaire de ce type laisse un doute massif dans l'opinion. Mais juridiquement, on ne peut pas dire « Andrew est coupable » au sens strict, puisqu'aucun tribunal ne l'a déclaré tel. Issu du dossier, accord financier amiable en 2022, sans procès ni verdict. Sans reconnaissance de culpabilité, mais avec des conséquences énormes. Premièrement, l'accord amiable, février 2022, Prince Andrew et Virginia Giuffre ont conclu un settlement, transaction civile, juste avant l'ouverture du procès. Cet accord comprenait le paiement d'une somme importante, estimée entre 10 et 12 millions de dollars par la presse, une déclaration publique où Andrew reconnaît que Virginia est une victime d'abus et salue son courage et la fin immédiate de la procédure civile sans aucune admission de culpabilité de la part d'Andrew. C'est typique des accords civils américains, on paie pour éviter un procès public, mais on ne reconnaît pas les faits. Pourquoi Andrew a accepté de payer ? Officiellement pour éviter de prolonger la souffrance des victimes d'Epstein. Officieusement, et logiquement, un procès public aurait été dévastateur pour la monarchie. Virginia Giuffre était considérée comme une plaignante crédible, les avocats d'Andrew savaient que le procès serait humiliant, même sans condamnation. La photo d'Andrew avec Virginia était un élément accablant, la défense d'Andrew était fragile, son interview catastrophique à la BBC l'a montré.
Donc, payer était la seule manière d'éviter un désastre médiatique mondial. Les conséquences pour Andrew, même sans verdict, il a perdu tous ses titres militaires, il a perdu son statut de membre actif de la famille royale, il a été banni de la vie publique, il est devenu un poids mort pour la monarchie, sa réputation est irrémédiablement détruite, c'est l'une des plus grandes humiliations publiques de l'histoire moderne de la famille royale. Ce que ça signifie juridiquement qu'Andrew n'a pas été reconnu coupable, il n'a pas été jugé, il n'a pas été condamné, l'affaire est close grâce à la transaction. Donc légalement, il est innocent au sens strict, pas de condamnation. Mais, ce que ça signifie moralement et politiquement, payer plusieurs millions pour éviter un procès dans une affaire d'abus sexuels sur mineurs, laisse un doute immense dans l'opinion. La monarchie l'a écarté immédiatement, ce qui montre que même en interne, sa position était intenable. L'accord a été perçu comme une manière d'acheter le silence et d'éviter la vérité judiciaire. Donc moralement, il est discrédité, il n'a plus aucune crédibilité publique. Statut légal jamais condamné pénalement, ni les accusations. Le prince Andrew n'a jamais été inculpé par un procureur. N'a jamais été arrêté, n'a jamais été jugé dans une procédure pénale, n'a donc jamais été reconnu coupable par un tribunal. Sur le plan strictement légal, il est innocent, car aucune juridiction ne l'a condamné. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait juridique. Il nie toutes les accusations. Andrew a toujours affirmé qu'il n'a jamais eu de relation sexuelle avec Virginia Giuffre. Qu'il ne se souvient pas d'elle que la photo où il apparaît avec elle et peut être truquée, affirmation jamais prouvée, qu'il n'a jamais participé aux activités criminelles d'Epstein. Il maintient sa totale innocence. Pourquoi il n'a pas été poursuivi pénalement? Plusieurs raisons, les faits reprochés sont anciens. Les juridictions américaines n'ont pas trouvé de base pénale suffisante pour l'inculper, les victimes ont surtout engagé des procédures civiles, pas pénales. Les procureurs n'ont jamais estimé avoir assez d'éléments pour un dossier pénal solide contre lui. Cela ne prouve pas qu'il est innocent moralement. Cela prouve qu'il n'y a pas de dossier pénal contre lui. L'accord amiable n'est pas une reconnaissance de culpabilité. Quand Andrew a payé plusieurs millions à Virginia Giuffre en 2022, il m'a refusé d'admettre les faits. L'accord précise qu'il ne reconnaît aucune responsabilité. La transaction met fin à la procédure sans verdict. C'est légalement neutre, ni coupable, ni innocent, mais politiquement, c'est catastrophique. Les conséquences sur son statut public, même sans condamnation. En janvier 2022, Buckingham Palace a annoncé qu'il perdait tous ses patronages, organisations caritatives, associations, institutions. Il ne pouvait plus utiliser le titre de HIS Royal Highness dans un cadre officiel. Andrew a été retiré de toutes ses fonctions officielles, tous ses titres militaires, il n'a plus aucun rôle officiel. C'est extrêmement rare dans l'histoire moderne de la monarchie britannique. L'image publique, même sans condamnation, sa réputation gravement détruite, anéantie avec la retrait de fonctions et titres royaux, même sans condamnation. Retrait de toutes ses fonctions royales après l'explosion de l'affaire Epstein et les accusations de Virginia Giuffre, la famille royale a pris une décision radicale. Andrew a été retiré de toutes ses fonctions officielles. Il n'a plus le droit de représenter la monarchie. Il n'apparaît plus lors des cérémonies publiques majeures. C'est extrêmement rare dans l'histoire moderne de la monarchie britannique. La monarchie britannique a choisi de le sacrifier pour se protéger. Le message de Buckingham Palace était clair, en le retirant de la vie publique, la famille royale a voulu couper tout lien entre lui et l'institution. Protéger l'image de la monarchie. Éviter que le scandale Epstein ne contamine le reste de la famille. Andrew devint un paria en interne, toléré mais invisible, et mis à l'écart. Selon le journal TDN le 6 mai dernier, Andrew Mountbatten-Windsor promène tranquillement ses chiens près de sa résidence de Marsh Farm, sur le vaste domaine de Sandringham, dans le Norfolk. Un homme surgit. Cagoule sur le visage, tenue de camouflage intégral. Il s'approche de l'ex-prince, le poursuit à pied, puis en voiture. Un homme cagoulé, une hache, une course-poursuite sur le domaine royal de Sandringham. Les policiers armés interviennent rapidement et interpellent le suspect. Lors de la fouille, ils découvrent sur lui une hache à manche en bois et une pierre dans sa poche. Des objets qui, associés à la tenue et au comportement, dessinent un scénario bien au-delà de la simple intrusion. L'homme est identifié, Alex Jenkinson, 39 ans, originaire du Suffolk. 2 chefs d'accusation sont retenus contre lui: usage de propos ou comportements menaçants, injurieux ou insultants.
Devant la cour des magistrats de Westminster, il plaide non coupable des deux chefs. La journaliste Caroline Davis, citée par le Guardian, confirme ce plaidoyer de non-culpabilité. Des recherches sur des armes et méthodes pour tuer complètent ce tableau qui a poussé la Suffolk Constabulary à demander une ordonnance civile spéciale. Devant le tribunal, Jenkinson risque de se focaliser sur d'autres armes et méthodes pour tuer, ce qui pourrait dégénérer et avoir des conséquences plus graves. Une ordonnance de protection provisoire a été émise dans la foulée. Elle impose des restrictions drastiques sur ses déplacements et son usage d'Internet, avec un risque allant jusqu'à 5 ans de prison en cas de violation. Le suspect est soumis à une mise en liberté sous caution extrêmement encadrée. Interdiction formelle d'entrer dans le Norfolk. Interdiction de s'approcher à moins de 500 mètres de plusieurs résidences royales. Son procès pénal est fixé au 29 juillet, suivi en août de l'examen complet de l'ordonnance de protection. Comme un grand bleu sur son visage, quelle est cette marque étrange sur la joue du prince Andrew? Quelqu'un n'a-t-il frappé le prince Andrew? C'est la question que tout le monde se pose depuis le 4 juin, date à laquelle le prince déchu a été photographié au volant de sa voiture avec une grosse marque la joue. Il se trouvait alors près de son domicile, Marsh FRAM en Sandringham, une ferme récemment rénovée sur le domaine de Sandringham et dans laquelle il s'est exilé après avoir été expulsé de sa maison à Windsor, en avril 2025. Il précise que ces marques pourraient également résulter d'une intervention chirurgicale au visage, ou du fait que le patient ait reçu un coup de poing au visage. Une source a déclaré au Daily Mail se demande si la coloration rouge foncé, presque violette, part de la tempe du prince Andrew et s'étend sur toute sa joue droite, passant juste en dessous de son cerne. S'agit-il d'un bleu ou simplement d'une affection bénigne telle que la rosacée ou la coupérose? Souci dermatologique ou résultat d'un coup de poing? Selon le magazine Ola, dans un article daté du 5 juin 2026 et intitulé « Secret médical, la véritable raison de l'échéchimose sur le visage du prince Andrew a été révélée. L'homme de 66 ans, désormais connu sous le nom d'Andrew Mountbatten Windsor après avoir perdu ses titres royaux en 2025, a été aperçu au volant de sa voiture près de sa résidence de Marsh Farm, sur le domaine de Sandringham, le 4 juin. Des images prises depuis la vitre de sa voiture montraient une décoloration s'étendant de la tempe jusqu'à l'œil et descendant sur la joue, suscitant de nombreuses interrogations quant à l'origine de cette marque. Bien que le palais de Buckingham ne se soit pas exprimé publiquement sur l'incident, des informations relayées par The Times suggèrent que l'échéchimose serait liée à un problème de santé sans gravité. Une source proche du prince Andrew a également tenté d'apaiser les spéculations, déclarant au Daily Mail que le bleu ne constituait pas un motif d'inquiétude et qu'il n'y avait rien de grave. Cette source a refusé de fournir davantage de précisions, invoquant le secret médical. Des experts médicaux ont souligné que les personnes sous traitement anticoagulant peuvent développer des ecchymoses importantes à la suite de chocs ou de blessures mineures, ce qui a alimenté l'hypothèse selon laquelle cette décoloration faciale pourrait être liée à un tel traitement. Le 6 mai, Andrew aurait été confronté à un homme masqué alors qu'il promenait ses chiens près de Marsh Farm. Selon des documents judiciaires, le suspect aurait couru vers lui en criant, poussant l'ancien prince à se réfugier dans son véhicule avant l'intervention de la police. L'accusé, Alex Jenkinson, âgé de 39 ans, a été inculpé de 2 chefs d'accusation pour avoir tenu des propos ou adopté un comportement menaçant, injurieux ou insultant, dans l'intention de susciter la peur ou de provoquer la violence. Ces accusations concernent Andrew ainsi qu'un autre homme, Stephen Terry. Jenkinson a plaidé non coupable des accusations de harcèlement, mais a reconnu avoir refusé de fournir un échantillon de sang alors qu'il était en garde à vue. Inaki Urdangarin Libart, né le 15 janvier 1968 à Zumárraga, est un ancien joueur de handball espagnol, ayant joué en équipe nationale. Il est l'ex-époux de l'infante Cristina de Borbon, seconde fille du roi Juan Carlos Ier d'Espagne. En novembre 2011, Inaki Urdangarin et ses associés font l'objet d'une enquête dans le cadre de l'affaire News, elle-même dérivée de l'affaire Palma Arena. Le 10 novembre, les médias annoncent le probable détournement de fonds publics à partir de l'Institut News que préside Inaki Urdangarin. L'enquête porte également sur Carlos Garcia Revanga, trésorier de l'Institut News et secrétaire des Infontes, au service de la Maison Royale.
Le 12 décembre 2011, le palais de la Zarzuela publie un communiqué dans lequel il est précisé que Inaki Urdangarin est écarté des activités officielles de la famille royale, pour son comportement jugé non exemplaire selon la maison royale. Le 29 décembre 2011, l'époux de l'infante Cristina d'Espagne est mis en examen pour malversation, fraude fiscale, trafic d'influence, escroquerie et blanchiment. L'audience devait avoir lieu à la mi-2015. Le 3 avril 2013, l'infante Cristina est mise en cause dans cette affaire, soupçonnée de complicité dans les détournements de fonds présumés. Si la procédure est un temps suspendue à la demande du parquet le 7 mai, l'infante est de nouveau inquiétée par la justice et devra comparaître pour complicité dans les délits contre le fisc. À partir de 2013, l'affaire judiciaire de plus en plus axée sur son épouse, n'exempte pas pour autant Inaki Urdangarin de poursuites. Ce qui amène les médias à dévoiler le statut de protection, dû à son rang, que lui accorde le gouvernement lors de déplacements nécessaires à l'instruction judiciaire, comme en décembre 2014. En février 2015, il est révélé que le juge Castro, à l'origine des poursuites contre l'infante Cristina et son époux, sera prochainement mis à la retraite. Le juge avait demandé à prolonger son temps de travail, pour continuer l'instruction de cette affaire, ce qui lui a été refusé. Le 11 janvier 2016, l'ouverture du procès a lieu. Inaki Urdangarin et son épouse comparaissent auprès de 16 autres prévenus. Le 3 mars 2016, lors de son témoignage au tribunal, l'infante Cristina témoigne en sa faveur, en déclarant être convaincue de l'innocence de son époux, et ajoute qu'il a toujours été bien conseillé. Le 10 juin 2016, la justice requiert 19 années et demie de prison à l'encontre d'Inaki Urdangarin et ne réclame aucune peine contre son épouse, contrairement à l'accusation populaire, procédé judiciaire espagnol, qui permet à la partie civile de requérir, qui maintient une demande de 8 années de prison. Les défenseurs d'Inaki Urdangarin et de son épouse plaident l'acquittement du couple. Par ailleurs, la défense met en évidence les dysfonctionnements de l'accusation populaire, l'association Manolim Pieuse. Le 17 février 2017, Inaki Urdangarin est condamné à 6 années et 3 mois de prison. Son épouse, l'infante Cristina, relaxée, est condamnée à une amende de 265 000 euros. Le tribunal suprême abaisse la peine de prison ferme d'Inaki Urdangarin à 5 années et 10 mois, qui est incarcéré en juin 2018 à la prison pour femmes de Briva, à une centaine de kilomètres au nord de Madrid. Il est le premier, et le seul à ce jour, membre d'une famille royale contemporaine à être incarcéré. À compter du 19 septembre 2019, Inaki Urdangarin est autorisé à sortir de prison 2 jours par semaine, afin d'effectuer du bénévolat dans un centre d'hébergement de jour. Son arrivée à ce centre est filmée et photographiée par les journalistes. Il sort de prison en septembre 2024 après avoir effectué sa peine. En 2026, il publie ses mémoires sous le titre Todo Ello Vivido, en français, Tout ce que j'ai vécu.